1, 2, 3, guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in der Visual Show. Aujourd'hui, on est au 3e épisode et je vous propose l'histoire de la maison Hermès. Tout commence en 1837 à Paris, rue Basse du Rempart, dans l'atelier de harnais créé par Thierry Hermès. Mais dès le début, le gars, c'est un génie. Les attentes des clients, elles sont anticipées et comprises à la perfection. C'est la résistance et la discrétion de ces harnais qui feront d'eux une réelle prouesse technique pour l'époque. C'est à l'exposition universelle d'art et de l'industrie de Paris en 1967 que ces créations seront récompensées pour la première fois 30 ans plus tard. C'est en 1880 que le fils de Thierry Hermès, Charles-Émile, fait déménager ce qui est devenu aujourd'hui l'adresse emblématique, le 24 faubourg Saint-Honoré. Et il va y ouvrir un magasin. On y allait directement pour faire créer des selles et des harnais sur mesure et des créations si excellentes qu'elles feront la gloire de la maison dans toute l'Europe. Et après la fin de la Première Guerre mondiale, les habitudes, la façon de vivre changent. Il faut donc innover et c'est ce que fera Émile Hermès, le fils de Charles-Émile. Mais donc, puisque la façon de vivre change, la maison se met à proposer des créations plus adaptées à la société qui se met en place, en passant de la sellerie à la maroquinerie. C'est pas parce qu'ils se mettent à proposer de la maroquinerie qu'ils ne font plus de sellerie, parce qu'ils en font toujours aujourd'hui. Je pense que vous connaissez tous la fermeture éclair. À partir de 1922, ça va énormément être mis en place sur les bagages de la maison Hermès. Mais pourquoi? D'où ça sort? Eh bien, notre cher Émile Hermès va être fasciné lors d'un voyage au Canada par l'ouverture et la fermeture des capots des voitures militaires, connues à ce moment sous le nom de ferme-tout. Mais il faut une grande source d'imagination et Émile Hermès était un fervent collectionneur d'œuvres d'art, de livres et d'objets. Cette collection sera encore agrandie par les différentes générations. Elle est encore aujourd'hui, presque 200 ans plus tard, une source d'imagination pour les créations de la maison. Et le petit-fils du créateur, donc toujours Émile, il est enthousiasmé par son temps, il adore la modernité, les nouveautés, tout ce que vous voulez. Et donc il va mettre en place de nouveaux métiers au sein de la maison. Le premier vêtement pour homme sera un blouson de golf apparu en 1925. Pour peaufiner le tout sera proposé en 1927 des bijoux et en 1928 des sandales. En 1937 sortira le premier carré de soie. Et pour aller au casino à Cannes, il faut porter une cravate. Et juste à côté du casino se trouve une boutique Hermès. Sauf que à ce moment-là, les hommes qui veulent aller au casino, ils n'ont pas de cravate. Donc ils vont tous aller dans la boutique demander: est-ce que vous faites des cravates, est-ce que vous pouvez me faire une cravate sur mesure. Enfin bref, tout le monde veut une cravate et il y a une tellement forte demande de ce produit que la maison finira par se lancer dans la fabrication de celui-ci. La première cravate sortira en 1949. Émile Hermès, il aura eu que des filles. C'est donc un de ses gendres qui reprendra l'entreprise familiale. Parce que oui, il faut que ça reste dans la famille, mais à ce moment-là, on est dans les années 1940-1950. Une femme qui reprend une entreprise, c'est la fin du monde. Il s'agit ici de Robert Dumas qui prendra la tête de l'entreprise en 1951. Il n'est pas inconnu pour la maison Hermès, puisque c'est lui qui a dessiné le premier carré de soie. Il a dessiné également ce qui deviendra le sac Kelly, ou même le bracelet chaîne d'encre. Bon, je viens de vous parler du Kelly. Ce sac, donc, il a été dessiné dans les années 30 par Robert Dumas et en 1956, c'est une photo de Grace Kelly qui va faire le tour du monde. Tout le monde a vu cette photo et avec cette photo, ce sac, il va un peu prendre un tournant assez inimaginable. C'est vraiment le début d'une histoire à succès sans fin et c'est plus tard que la maison donnera au sac le nom de Kelly en hommage à la princesse de Monaco. Mais bon, qui dit Hermès dit luxe, dit vitrines qui font rêver et c'est au début des années 1960 que la diplômée des Beaux-Arts de Tunis et de Paris, Laïla Menchari, rejoint la maison aux côtés d'Annie Baumel pour imaginer toutes les deux les vitrines de la boutique Faubourg Saint-Honoré. Et Laïla Menchari poursuivra à la suite toute seule ce travail qui est juste extraordinaire de 1978 à 2013. Après, c'est Antoine Plateau qui prendra la relève. C'est un décorateur et scénographe connu dans le milieu du cinéma. Et c'est en 1967 qu'a lieu la première collection de prêt-à-porter féminin. C'est la styliste Catherine de Caroli qui en aura la charge. Elle dessine pour la maison les vêtements et les accessoires jusqu'en 1980. C'est notamment elle qui a dessiné la boucle H
boucle emblématique de la maison. C'est en 1973 qu'aura lieu la première édition du Monde d'Hermès. Il a été élaboré en Allemagne sous le nom de Die Welt von Hermès. C'est seulement 2 ans plus tard qu'il arrivera en France. Il est maintenant diffusé à l'international et est proposé dans plus de 10 langues. Et donc la maison Hermès va doucement être encore et encore révolutionnée par Jean-Louis Dumas, le fils de Robert Dumas, à partir de 1978. Il propose de nouvelles choses et met Hermès encore plus en avant à travers le monde. Il était assez visionnaire, assez curieux. Bon, un peu comme toutes les personnes qui ont fait partie de la maison Hermès avant lui. La maison va mettre encore en place de nouveaux métiers et encore de nouveaux savoir-faire. On y retrouve l'horlogerie en 1968 avec la montre Hermès, mais aussi la fabrication de chaussures en collaboration avec John Lobb en 1993. En 1993, il y aura l'orfèvrerie avec Puyforca, puis en 1975 avec la cristallerie Saint-Louis. En 1984, naissance du sac Birkin. 3 ans plus tard, on est en 1987. Qui dit 1987 dit les 100 ans de la maison Hermès. Il y a eu une édition spéciale du Monde d'Hermès pour les 150 ans de la maison. Mais pour l'occasion, le Pont Neuf à Paris a accueilli un feu d'artifice inoubliable. Ce moment sera transformé en un thème, le premier de la série, qui chaque année va nourrir un peu les créations de la maison. En 1992, les ateliers de maroquinerie vont changer de place. Ils ne seront plus au 24 Faubourg Saint-Honoré mais aux portes de Paris à Pantin. Les ateliers vont être beaucoup plus spacieux, lumineux, offrant un espace de travail un petit peu plus agréable. Et en 2013, l'espace s'agrandit encore une fois avec une collaboration avec la Cité des Métiers. Grand projet reliant plusieurs bâtiments en 5 jardins à terre. Ce projet recevra le prix de l'Équerre d'argent en 2014. Et sous l'élan de Jean-Louis Dumas, la marque va se développer aux 4 coins du monde avec l'ouverture de nouveaux magasins. On retrouve des boutiques dès 2000 à New York sur la Madison Avenue, à Tokyo en 2001, à Séoul en 2006 et la marque va lancer un site internet en 2002. Il arrivera en France 3 ans plus tard. En 2005 est nommé à la direction artistique d'Hermès Pierre-Alexis Dumas, le fils de Jean-Louis Dumas. Les créations Hermès sont toujours aussi riches entre création hardie et originalité. La maison expose différents savoirs de la création tels qu'en 2010, elle dévoilera sa première collection de haute bijouterie. En 2011, pour la première fois, la maison va proposer des tissus d'ameublement et du papier peint. En 2015, aura lieu une collaboration entre Apple et Hermès avec l'Apple Watch Hermès. Et pour continuer à développer l'entreprise, Jean-Louis Dumas demande à Patrick Thomas de le faire. Il a été le bras droit de Jean-Louis Dumas et directeur général de marque entre 2003 et 2006. Patrick Thomas fait en sorte de bien mettre en place la transition entre 2 générations pour que tout soit prêt à la nomination du neveu de Jean-Louis Dumas, Axel Dumas, en 2013. En 2008 est créée la fondation de l'entreprise Hermès. Cette initiative de Pierre-Alexis Dumas, cette fondation met encore plus en avant l'envie de générosité de l'entreprise. Elle a été mise en place pour les domaines créatifs pour que cela ait un lien avec la maison de luxe. Mais aussi la fondation, elle veut se développer dans des domaines tels que le climat ou les participations solidaires à l'étranger. Les actions de la fondation sont diverses, mais ont pour but de servir à quelque chose. Et en 2010, ce qui est appelé l'atelier Petit H va être mis en place. Fondé par Pascal Mussard, l'atelier a pour but de faire des créations avec les chutes ou les matériaux inutilisables par les ateliers d'Hermès, à l'inverse des ateliers Hermès qui ont une direction artistique, des dessins à suivre, un protocole à suivre. Les créateurs qui font partie du Petit H n'ont aucune limite, ils font ce qu'ils veulent tant que la qualité et l'excellence de la maison est présente dans les produits qu'ils fabriquent. Hermès se doit d'être encore plus dynamique qu'il ne l'est déjà. En 2013, le nouveau gérant de la maison, Axel Dumas, veut dynamiser encore plus la maison qu'elle ne l'est déjà. Pour cela, des nouvelles boutiques vont ouvrir, comme celle de Shanghai, ouverte en 2014, ou pour la première fois une boutique à Varsovie en 2019. Le nouveau gérant veut également que le site soit encore plus performant en voyant à quel point Internet devient obligatoire et prend place réellement dans l'esprit des gens. Plus la maison sera connectée, plus elle fera du chiffre d'affaires et sera dynamique. Si bien des maisons de création, des maisons de luxe ont des lignes de beauté, ce n'était pas encore le cas de la maison Hermès. C'est pour cela qu'en 2020 est lancée une collection dédiée aux lèvres avec le rouge Hermès.
Il faudra 5 ans à la marque pour mettre en place ce produit parce que oui, c'est une ligne de beauté, c'est du rouge à lèvres, mais il faut que la qualité soit égale à ce que l'on connaît de la maison Hermès. Et puisqu'Hermès a toujours voulu transmettre ses savoir-faire d'exception, la maison ouvrira en 2020 un établissement en Gironde proposant un diplôme d'État avec une formation professionnelle de CAP maroquinerie. Et toujours la même année, la maison ouvrira une boutique à New York sur la Madison Avenue. Et voilà pour l'histoire de la maison Hermès. Je vous ai raconté l'histoire du Kelly, qui est finalement assez simple. Maintenant, je vais passer à celle du Birkin, qui est un petit peu plus originale. Et je vais vous raconter également l'histoire du Orange d'Hermès. Le Birkin, il a été créé en 1984 lors d'une rencontre imprévue entre Jane Birkin et Jean-Louis Dumas. Ils étaient assis à côté dans un avion et malencontreusement, elle fait complètement tomber le contenu de son sac. Et sans savoir qui est à côté d'elle, elle se plaint à Jean-Louis Dumas des sacs à main pas pratiques de l'époque, on peut rien mettre dedans, sachant qu'à ce moment-là, sa fille était encore toute jeune et elle se plaignait également qu'aucun sac à langer n'était beau, mais était pratique et avait le rôle de sac à langer. Donc il l'écoute, mais il a une petite idée derrière la tête. Pendant qu'elle va à ses occupations, il sort son cahier de dessin, il va faire un croquis et lui montrer pour ensuite lui demander si c'est ça qu'elle voudrait comme type de sac. Évidemment, elle l'a trouvé génial et c'est à ce moment-là que le sac Birkin finalement venait de naître. Donc le sac Birkin sera détourné en plein de matières différentes, des matières prestigieuses telles que le cuir de crocodile ou de lézard. Pendant l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir une énorme pénurie de pigments marron qui est à ce moment-là la couleur de la maison Hermès qu'on retrouve sur les boîtes, sur les sacs, sur tout ce que vous voulez. Et donc pour faire face à ce problème, Émile Maurice Hermès opte pour un autre pigment, un pigment disponible à ce moment-là, le orange. C'est un coup de génie, ça a eu un succès fou. Pourquoi? Eh bien cette couleur elle était plus vivante, on s'en souvient mieux, elle marque mieux les esprits, c'est plus significatif. Et voici ce qu'à partir des années 50 deviendra la marque de fabrique de la maison. Voilà, c'est la simple histoire de la couleur. Les deux sacs les plus prestigieux vendus et connus de la maison sont le Birkin et le Kelly. Aujourd'hui, je vais faire en argile naturelle une sorte de reproduction du Kelly. Et ce que vous allez voir en premier, c'est mon premier essai qui a été un échec total. J'ai donc pris l'argile sèche de la création ratée pour la mettre dans de l'aluminium et en faire des sortes de paquets d'argile. Et ensuite, j'ai rassemblé ces fameux morceaux d'argile pour en faire la base du sac, le tout pour obtenir la forme qui me convient. J'ai étalé une plaque d'argile et je vais m'en servir pour recouvrir ma structure d'aluminium. J'ajuste les bords, j'enlève la pâte en trop, etc. Et après avoir recouvert, je viens fondre et estomper tous les petits défauts au maximum. J'ai utilisé de l'eau pour que ça soit plus facile.
Et évidemment, surprise, tout a encore cassé, mais cette fois je ne recommence pas. Je mets en avant les cassures avec de la colle chaude. J'ai fait un patron avec du papier pour pouvoir voir si la taille de rabat que je voulais faire me correspondait. J'ai ensuite étalé de l'argile assez finement pour faire ce rabat. Puis je coupe l'argile à l'aide du patron et j'essaye de défaire la plaque d'argile délicatement. Je pose cette plaque sur le sac et je viens la fondre avec la base du sac. Et comme la base du sac est déjà sèche, j'utilise beaucoup d'eau pour m'aider. Après le séchage, le rabat a craquelé. Je rajoute donc de la colle chaude sur les fissures. Avec une lime à ongles, car c'est plus précis, ou du papier à poncer, je viens poncer toute la structure du sac. Avec de l'argile et de l'eau, je forme la anse du sac. Sur les endroits où je vais coller ma anse sur la base du sac, je rajoute de l'eau et de l'argile pour que la anse adhère mieux. Et ensuite, avec encore des petits bouts d'argile, je colle la anse du sac sur le sac. Avec de la colle chaude, je vais faire la bijouterie du sac, plus exactement le fermoir. Pour pouvoir manier la colle chaude avec mes doigts, je mets mes doigts dans de l'eau très froide. Après ça, j'étale de l'argile très finement, j'utilise le fermoir pour marquer l'argile et je découpe les bandes de fermoir du sac. Ça s'est cassé car ma plaque était très fine, mais ce n'est pas grave, ça se colle sur le sac quand même et ça sera caché par la bijouterie. Et j'utilise aussi des outils pour m'aider car avec la colle chaude, ce n'était pas forcément évident. Puis vient un de mes moments préférés, la peinture, et je peins sur l'argile en 3 couleurs différentes, telles que le rose, l'orange et le jaune.
et je peins la bijouterie avec de la peinture métallique dorée. Malheureusement, ma création ne ressemble pas exactement à Kelly. Déjà, les proportions ne sont pas du tout respectées. Les côtés du sac sont bien trop larges et le sac n'est pas assez haut, c'est-à-dire qu'il manque de l'argile par rapport à la taille du rabat. Évidemment, même si j'ai pu me rattraper, il aurait fallu de l'argile de bien meilleure qualité pour faire une création de ce type, en plus de la technique que j'ai utilisée qui n'était pas forcément adaptée. Donc voici la magnifique création terminée. Je ne peux pas l'appeler Kelly puisque sinon atteinte au droit d'auteur, on connaît. Pour ce qui est des étapes de fabrication, j'ai commencé pour celui-là, mais je vous conseille pas forcément de faire ça. Faites plutôt un bloc entier d'argile. En faisant ça, vous éviterez les fissures parce que c'est ce qui m'est arrivé. Comme j'ai fait un intérieur en aluminium et que j'ai recouvert ensuite d'une fine couche d'argile, ça a craquelé durant le séchage puisque l'eau s'est évaporée. Donc ça fait des fissures, alors que quand c'est une grande pièce, ça fait que très peu de fissures, des micro fissures où tu mets un peu d'argile et on ne les voit plus. Donc ça c'est mon premier truc. Pour ce qui est du coloris, c'est parce que je trouvais ça sympa de m'inspirer des Birkin et Kelly tricolores. Les fissures recouvertes de colle chaude, elles sont dorées puisque oui, j'ai décidé de ne pas recouvrir toutes les fissures à l'argile. J'aurais pu le faire, hein, c'était tout à fait possible de toutes les recouvrir, mais je me suis dit autant c'est la deuxième fois qu'ils se cassent puisque la création ratée est celle-ci, autant cette fois-ci mettre en avant justement ces fissures. C'est pour ça qu'elles sont peintes en doré comme la bijouterie. J'ai pas envie de vous dire que c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin quand même après bien des heures de création. Donc, danke für Zusehen, das war wieder der Video Show. Tschüss!